is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Dans ce troisième épisode, on va poser un pied de l'autre côté du miroir. Car si jusqu'ici on a surtout parlé de l'avant, de la préparation, tout cela a quand même un but, vivre au Québec et si possible s'y épanouir. Comme Christelle vous le disait à la fin de l'épisode précédent, cette fois-ci ce n'est pas elle qui va répondre à mes questions. Non, aujourd'hui, Christelle laisse le micro à Christelle. Bah oui, je sais, voyez-vous, c'est que je suis un peu du genre feignant, donc quitte à faire, c'était plus simple pour moi de trouver quelqu'un avec le même prénom. Alors plus sérieusement, cette Christelle a suivi le parcours Objectif Québec et surtout, elle s'y est installée depuis 18 mois maintenant. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Christelle, j'ai une première question pour toi, elle est bigrement importante. Est-on absolument obligé de voir le même prénom que la fondatrice pour bénéficier de l'accompagnement d'Objectif Québec? Ça aide. Non. J'en étais sûr. Non, bien sûr que non. Je le rappelle dans l'intro de ce podcast, le Québec nous attire et tout particulièrement nous les Français. Mais j'aimerais savoir quand est-ce que pour toi cette attirance s'est muée en vrai projet d'immigration? En fait, en 2019, on est venu en vacances suite au conseil d'une amie qui nous a dit mais allez visiter le Québec, j'y suis allée 7 fois, c'est le pays qu'il vous faut, vous allez vous régaler en vacances. Et puis au bout de 3 jours, on était arrivé ici, mon fils nous dit maman, je me sens comme chez moi ici. Il avait 9 ans. On s'est dit waouh. Pourquoi il nous dit ça? Et on a commencé à avoir un autre regard sur notre voyage en fait. On a dit on va prendre ça comme un voyage exploratoire sans savoir où ça allait nous mener. Et c'est en rentrant en fait de ce voyage. C'était un voyage de combien de temps? 17 jours. Un voyage long, mais pas trop quand même, parce que souvent, en discutant avec tous ceux qui ont fait le saut, qu'on choisit ce parcours d'immigrants, ils ont une appréhension, je vais dire, un petit peu différente de celle qui avait été la leur lorsque, en général, ils sont venus une première fois, 2, 3 fois, même parfois, en vacances. Et puis après, il y a une autre chose d'immigrer. Donc, 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, ça a suffi pour se dire, ça clique. C'est ça. Mais on savait pas comment faire. En fait, on est rentré et c'est quand on est rentré en France qu'on s'est dit, waouh, tout est petit et pourquoi les gens sont si stressés? Parce que pendant 3 semaines, on a découvert des Québécois, alors on était en vacances peut-être, mais des Québécois vraiment bienveillants, qui prenaient les choses tranquillement. On s'est dit, mais waouh! On a eu un choc en fait en rentrant chez nous. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on cherche comment on peut émigrer. Pourquoi pas nous? Est-ce que c'est possible? Voilà. D'accord, la première question c'était, est-ce que c'est possible? À partir de ce moment-là, est-ce que tu es rentré directement en contact avec Objectif Québec ou est-ce que tu as commencé à chercher, un peu à fouiner par toi-même pour comprendre comment ça fonctionne tout ça? J'ai commencé à chercher par moi-même. J'ai fait tous les sites internet possibles en me disant, puis alors tout me disait, vous êtes trop vieux en fait, puisque dépasser 35 ans, on est vieux pour l'immigration canadienne, en tout cas sur l'immigration permanente.
Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis là, je tombe sur le Mois du Québec, le site internet du Mois du Québec. Et ils viennent à Toulouse le 5 octobre 2019. Je dis à mon mari, tu poses une RTT, je pose une RTT, on y va, on va voir ce que c'est. Voilà. Bah oui, c'est simple comme bonjour. Je reviens juste là-dessus. Tout le monde te disait 35 ans, c'est trop vieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'immigrer. Il y en a une qui est souvent présentée effectivement, qui est l'immigration, j'allais dire directe, où on postule sur un site internet Arima, avec des choses très drôles, puisque parfois on nous demande un test de français. Voilà, mais c'est pour avoir directement l'immigration, le statut de résident permanent. Bon, effectivement, c'est rarissime, mais là pour le coup, c'est réservé à des jeunes ou jeunes couples qui vont s'installer et qui vont faire toute leur vie. Et voilà, bah, ils sont très sélectifs. Assez peu de gens passent par ce biais-là. Je reviens à ton parcours. T'arrives donc, vous avez posé votre RTT, le Mois du Québec. Oui. Alors normalement, si ça se passe toujours comme Christelle nous l'a présenté lors de l'épisode précédent, ça a dû commencer par son discours inaugural, qui est là pour expliquer la vie, quoi. Exactement, pas pour vendre du rêve. Et nous, on était installés au 2e rang et on était à côté de 2 personnes qui avaient à peu près le même âge que nous. Et elle a commencé son discours et au fur et à mesure, les gens perdaient leur sourire autour de nous. Mais nous, on avait toujours le sourire. Et elle se souvenait de ça parce que quand on en a reparlé, elle me dit « Ouais, vous étiez les 2 vieux au milieu là. Et vous aviez le sourire et la banane. » Et en fait, voilà, elle expliquait que non, le Québec, c'est pas que Montréal. Qu'il y a des coins magnifiques au Québec, et puis donc, alors que les gens voulaient tous s'installer à Montréal, quoi. Et nous, c'était pas du tout notre projet à la base, quoi. Le Montréal, non. Voilà, ça plaît, je comprends que ça attire, mais nous, c'était pas notre Québec, en fait. Ce discours inaugural, elle parle de Montréal, elle parle aussi d'une manière plus générale de l'approche, on va dire, de la vision qu'on peut avoir de France, voire même de la vision qu'on peut avoir comme touriste vacancier du Québec et des Québécois, et de ce que peut être la réalité de la vie sur place. Elle le qualifie souvent comme d'un discours un petit peu choc, volontairement choc, parce que déjà, elle ne veut surtout pas survendre le pays, puis elle sait parfaitement que être informé et accepté, c'est les conditions du succès. Comment vous prenez ça? Comment vous l'appréhendez quand vous sortez de 17 jours au Québec, vous revenez, le petit a dit waouh, c'est là-bas que je veux habiter, super. J'imagine qu'il y a un enthousiasme, une euphorie au point de poser des RTT, et hop, un de moins dans la balance. Et boum, là vous avez une Christelle Colling qui arrive et qui vous dit bon, vous rêvez? Faut arrêter de rêver. En fait, on rêvait pas. Nous déjà, on savait que c'était pas la France en Amérique du Nord. Ça, on le savait. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le sourire tout au long de la conférence. Mais je dirais que 90% de l'auditoire, là, ils ont pris un choc. Parce que 90% des Français qui arrivent pensent que c'est la France en Amérique du Nord. Et justement, en étant en contact des Québécois, on sait que c'est pas ça. Oui, effectivement, c'est un tout petit poil différent. Ouais. Le reste de la journée s'est passé comment? Fantastique, parce que là, on nous a donné les clés, en fait, pour émigrer. C'est-à-dire qu'on a rencontré des partenaires qui nous ont dit, non, vous n'êtes pas trop vieux. Qui a envie de reprendre ses études? Là, on s'est regardé avec mon mari. J'ai dit, je te laisse choisir, moi, ça me dérange pas. Et lui, il a dit, non, moi, je veux faire infirmier. Donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et donc là, on s'est dit, waouh! On est ressorti, on a discuté longuement. Après, on a pris une entrevue avec Christelle. On a discuté longuement avec elle. Et on s'est dit, ouais, quand on est sorti de là, on était complètement déboussolés. Parce qu'on s'est dit, oh, mais ça devient réalité, quoi. Ça peut devenir réalité. C'est vertigineux. Ah, on a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous nos pieds en se disant, mais là, ça peut passer au concret, quoi. On ne pensait pas en venant à cette journée quand on ressortirait avec une solution. Vous avez douté? Je dirais un quart d'heure dans la voiture. Bon, ça va, c'est un petit doute. Non, après des doutes, il y en a tout le long. Tout le long. Et même quand on arrive ici, et même moi, après 18 mois, j'ai des doutes encore. Mais à chaque fois que j'ai un doute, il y a quelque chose qui fait que
bah, j'ai plus de doutes. Et Christelle fait en sorte de lever ses doutes aussi et de nous aider. Parce qu'après 18 mois que tu es installé au Québec, tu es Hmm. toujours en contact avec elle. Bien sûr. Bien sûr. Me regarde pas méchamment comme ça, tu sais, c'était juste une question. Ah non, mais c'est quelqu'un de tellement impliqué avec les gens qu'elle suit que je pense que même dans 10 ans, je serai toujours en contact avec elle. Et j'ai eu un moment de doute il n'y a pas si longtemps où je disais qu'est-ce que je fais. Et là, ben, Christelle, accroche-toi, fais ci, fais ça. Et elle va me donner le bon conseil. Et tout ça, elle le fait, mais qu'avec son cœur, quoi. On le sent qu'elle est passionnée par le Québec et par les Québécois et qu'elle veut pas envoyer de mauvais Français, en fait, là-bas. Et ça, c'est tout simplement génial. Moi, je suis tellement dans la reconnaissance avec elle là-dessus. Je reviens sur ton parcours Objectif Québec, donc avant le départ. Ok, tu fais cette journée du mois du Québec, un quart d'heure de doute, et puis go, on y va. Combien de temps t'as passé derrière? Vous avez passé, parce que c'était un projet donc familial, entre ce moment, j'allais dire un peu fondateur, et puis le moment où vous êtes embarqué dans l'avion. 1 an et demi. La pandémie nous a pas aidés. Oui. Pas nous deux, mais avec le recul, je pense que c'était un temps nécessaire. Parce que on aurait dû partir en août 2020. Puis les choses ont fait que 2020, ça s'est compliqué. Donc on est rentré sur le territoire québécois en janvier 2021. D'accord. Donc voilà, on a mis une petite année et demie à venir. Dans cette année et demie, est-ce qu'il y a eu dans les différents process que vous avez suivis, je pense les process administratifs, mais aussi éventuellement des process culturels, des difficultés, est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, attends, là, ça risque de me faire tout arrêter et de rester à Toulouse? Les doutes sur le travail, moi. J'avais beaucoup de doutes parce que j'avais un poste quand même assez important en France. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais retrouver ce que j'ai ici? Est-ce qu'on va pas tout quitter pour, au final, me retrouver chez Tim Hortons à vendre des bennes, ce qui, en soi, est tout aussi honorable, hein, mais c'était pas mon plan de carrière. Oui, voilà. Donc ça, oui, on a eu beaucoup de doutes sur est-ce que je vais trouver du travail. Ça, c'est... Et donc, j'avais, ça, c'était là une des peurs. Après, on avait peur du froid. Est-ce qu'on va gérer le froid venant de Toulouse? Et tu sais, même venant d'un peu plus au nord de Paris, c'est pas tout à fait comparable, quoi. Donc, faut le gérer dans tous les cas. Donc, voilà, c'était plus des questions là-dessus. C'était vraiment, le travail. Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Comment ça va se passer? Ce doute, vous l'avez levé comment? En faisant des recherches sur le coût de la vie, en faisant je crois que j'ai visionné toutes les vidéos qui pouvaient exister sur YouTube à l'époque. J'ai fait, si je gagne tel salaire, je faisais des projections dans des tableaux Excel pour voir si moi je travaillais toute seule et puis mon mari en tant qu'étudiant, est-ce que ça passait ou pas. Et puis, oui, on regardait les loyers, on regardait... vraiment, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et on s'est dit, après tout, on a une capacité financière aussi pour partir parce que ça coûte quand même de l'argent de partir. Faut pas se cacher. On vend tout ce qu'on a en France, mais on a ce petit matelas là. On se dit, voilà, comment on va l'utiliser? Donc nous, on se faisait des projections en se disant, si pendant 6 mois je travaille pas, voilà, on pourra tenir. Voilà, on se faisait beaucoup de projections. Ok, donc ça permettait de rassurer, de mettre des simulations. Quand tu es arrivé au Québec, quand vous êtes arrivé au Québec, en plus, tu disais que vous posiez la question du froid. Vous êtes arrivé en janvier 2021. Bonjour, la température est douce, il fait -25. Comment ça s'est passé? Compliqué parce qu'on est arrivé en pleine pandémie. Donc 14aine obligatoire, enfermé dans un appartement pendant 14 jours. Donc on avait très envie de découvrir et puis en même temps on découvrait la neige depuis notre balcon. Forcément.
Et puis le premier jour, on a pu sortir. Il faisait, je me rappellerai toujours, je crois, il faisait moins de 30. Il y avait une tempête de neige. On devait aller chercher la voiture de location, mais on était tellement heureux d'être dehors. Donc voilà. Puis moi, j'ai trouvé du travail en fait une semaine après être sortie. J'étais Formidable. encore en quatorzaine que je trouvais déjà du travail. Formidable. Ouais. Par le réseau. Le réseau d'Objectif Québec? Ouais. Ouais. Comme quoi ça aide. C'est vrai que le réseau, alors il y a celui d'Objectif Québec évidemment qui aide énormément, mais d'une manière générale, le réseau au Québec, c'est une notion fondamentale pour toute personne qui veut travailler. L'école du fiston, hein, c'est ça? Oui. L'école du fiston, qui arrive en plein milieu d'année. Il arrive en plein milieu d'année et puis il commence le 17 février. Et là, il me dit, c'est super, maman. C'est super, oui. Et puis bon, quelques jours d'adaptation. Excuse-moi, je t'interromps. T'as un enfant qui devait avoir 10 ans et demi, 11 ans, si j'ai bien fait mes calculs à ce moment-là, qui va à l'école et qui te dit, c'est super l'école? Oui. Il y a un bug. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on avait des appels du collège. En plus, il a un profil particulier avec une douance, donc c'était un peu compliqué. Et là, il me dit, c'est super. Et il râlait quand il y avait des journées pédagogiques. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas mon fils. Petite explication pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au Québec. Journée pédagogique, moi aussi j'ai découvert ça ici. En gros, c'est des journées qui sont réservées au corps enseignant et au corps administratif. Eux sont à l'école, mais c'est des journées sur lesquelles les enfants ne sont pas présents, donc à la maison. Pour eux, c'est des journées chômées. Voilà, les professeurs en profitant pour faire tout le travail qu'ils ont à faire sans la présence des enfants, qui semblerait sont un facteur légèrement perturbant quand on a envie de se concentrer. Les journées pédagogiques. Bon, bah ça fait 18 mois. 18 mois que t'es là. C'est pas énorme, mais ça te donne déjà une belle visibilité. Parmi tous les conseils qui ont pu t'être donnés avant, par Christelle, par les équipes et par les partenaires avec qui tu as peut-être été en contact, est-ce que tu as l'impression que ça t'a vraiment beaucoup servi? Et surtout, est-ce que tu as l'impression, et si tu as des exemples, je suis preneur, que ça t'a évité des erreurs? Oui, mais à 200%. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec un passé de cadre en France et on m'a dit, ben non, là, au Québec, on t'attend pas, on te connaît pas. Donc, humilité, tu repars d'en bas et puis tu remonteras. J'ai dit, ouais, comment je vais gérer ça, moi? En fait, je me suis mis en observatrice, beaucoup, dans les sociétés où je suis passée, les deux en tout cas. J'observe, j'imite et je suis humble. C'est-à-dire que c'est les Québécois qui m'apprennent aujourd'hui à être rendue québécoise, j'ai envie de dire, dans mes réactions, dans mes analyses aussi, et puis encore des points irritants, hein, parce que choc de culture, même dans les entreprises, et je trouve que c'est même là où on les sent le plus. Donc j'ai vraiment travaillé sur moi avant de venir en me disant, ok, je ne connais pas, tu repars de la base, tu vas prouver ce que tu sais faire. Si tu n'avais pas été prévenu, tu penses que tu serais arrivé avec une posture différente et que ça aurait clashé? Sûr. Pas clashé, mais j'aurais pas postulé sur des postes plus bas, peut-être, sans avoir une réelle prétention salariale. Je me serais peut-être dit non, moi je sais que je vaux ça, et puis moi j'ai mes compétences, donc je vais aller chercher un poste de responsable tout de suite. Ça, c'est sûr que j'aurais fait cette erreur. C'est certain. Je cherche la manière dont je vais formuler la question, mais est-ce que, ok, tu as l'humilité de faire ça? Enfin, j'imagine que quand on a un certain passé professionnel, un certain statut professionnel et un certain salaire, il suffit pas qu'une Christelle Colling arrive en disant « Cocotte, t'es gentille, mais tu vas arriver au Québec, oublie tout ce que tu sais faire, joue la profil bas et vas-y. » Le temps de l'accepter et puis de le mettre en pratique, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est douloureux? Ou est-ce que une fois qu'on est plongé ici, ça t'a semblé au final assez naturel? En fait, ça a été douloureux sur la première entreprise où je suis restée 6 mois, parce que j'étais avec beaucoup de Français
Et donc, j'avais pas cette culture québécoise et j'avais pas ce choc de culture. Et donc, je retrouvais mes travers, en fait, non, mais moi, il faut gérer comme ça. Et quand j'ai changé d'entreprise, au bout de 6 mois, là, ça fait 1 an que je suis en poste, j'ai dit, go, tu vas te mettre en arrière, tu vas te laisser mener par les Québécois. Je suis entourée de Québécois toute la journée. Et là, ça a été plus facile. Maintenant, c'était plus facile au départ. Maintenant que je suis bien dans mon poste et que j'ai envie d'évoluer, là, il y a des fois où j'ai des petits écueils où je me dis, ouais, moi, si j'étais eux, je ferais comme ça. Je reviens sur cette transition parce qu'elle est intéressante et c'est quelque chose auquel j'ai déjà été, enfin, en tout cas quelque chose dont on m'a déjà parlé. Tu le dis, à la fois c'est par le réseau d'Objectif Québec, donc un réseau très franco-français malgré tout, qui soit de quel côté de l'Atlantique qu'il soit, très franco-français, que tu as réussi à te lancer assez rapidement dans le boulot et puis même j'allais dire dans une vie sociale parce que au moment de la pandémie la vie sociale était à peu près résumée au boulot pour ceux qui en avaient un, mais en même temps c'est en arrivant dans un environnement plus québécois que là tu t'épanouis et que tu as peut-être un cadre de travail ou d'être plus cohérent. Oui. Comment est-ce qu'on gère les deux? Parce que la phase de transition, j'allais dire, où on s'appuie un peu sur la communauté française, me semble un peu, si ce n'est ambigu, pas simple à gérer. En fait, je pensais pas que ce serait pas simple. C'est-à-dire que pour moi, c'était la première. J'ai écrit comme ça en disant, ben voilà, je cherche du travail. Est-ce que mon CV pourrait correspondre à tel type de poste? La personne me dit, ça va être difficile d'aller chercher ça, mais moi j'ai un poste pour toi. Première offre, vas-y fonce. J'ai même pas réfléchi, c'était mon premier travail. Donc ça m'a permis de revenir dans une stabilité parce que c'est quand même, on sort beaucoup de sa zone de confort quand on part comme ça. Donc je me suis dit, ok, je retrouve de la stabilité, je me pose. Et c'est là où après 6 mois, ça y est, on est posé, et puis on commence à regarder un petit peu comment ça se passe autour, et puis on se dit, hey, là, peut-être que je peux aller voir ailleurs maintenant, voir comment ça se passe. C'est comme ça en fait. Ok. 18 mois que tu es là, il y a une question que je t'ai pas posée, mais après tout, c'est la seule question qui vaille. Est-ce que tu es heureuse? Oui. Est-ce que la famille est heureuse? Oui. Oui. Alors, c'est pas simple. De reprendre des études, c'est pas simple. C'est compliqué, c'est difficile de reprendre des études quand on a quitté l'école à 20 ans. Mais à la fois, c'est tellement gratifiant. Moi, je suis tellement fière de mon mari qui arrive à reprendre des études, en plus dans un domaine qui est quand même assez complexe. Donc oui, on est heureux, on a beaucoup plus de temps en famille et ça, moi, je redécouvre ma famille. En France, je rentrais du travail, il était 18h, 18h30. Là, à 4h, tout le monde est à la maison. Et ça, on s'est redécouvert des plages de temps où au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Non, mais c'est... Et pour rien au monde, je lâcherai ce que je viens de gagner depuis 18 mois. Mais c'est important, c'est tellement important à dire parce qu'en fait, quand on fait le résumé de ton parcours, enfin de votre parcours familial, c'est des doutes, c'est des interrogations, c'est pas mal d'argent engagé, c'est une remise en question totale, notamment pour toi sur le plan professionnel, pour ton mari aussi, puisque allez hop, on lâche tout et on se remet aux études et mon Dieu que c'est pas facile. Tout ça a l'air assez compliqué, assez difficile. Et malgré tout ça, t'es rayonnante, t'as la banane, Ouais. et t'es heureuse. Question par l'absurde, mais est-ce que t'aurais pas pu changer d'emploi en France? Ton mari n'aurait-il pas pu reprendre un boulot en France? Est-ce que vous auriez pas pu changer simplement de quartier pour que le petit aille dans une école plus sympa? Non. Non, pas. Bim, allez, au revoir. Non, mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'en France, on s'y retrouvait plus. Moi, je pense que j'étais arrivée à un niveau de poste, je pouvais pas aller bien plus haut à part prendre la place de mon directeur général. Je pense pas qu'il ait envie de la laisser. Puis Sur ça un m'intéresse. malentendu. Ouais, voilà. Mon mari,
étant fonctionnaire, autant te dire que les formations dans un hôpital, on ne te les paye pas comme ça. Voilà, et puis non, changer de quartier, changer de région, moi je l'ai fait, j'ai beaucoup bougé en France, mon mari je l'ai beaucoup bougé depuis qu'on s'est connus. Non, on se reconnaissait plus en fait. C'était ça, c'était ces valeurs qu'on avait trouvées sur les 3 semaines où on était partis en vacances et qu'on a retrouvées dans toutes les remarques, les vidéos qu'on voyait, où on se disait mais c'est ça qui nous correspond quoi. Donc oui, il y a des peurs, des doutes, de l'argent engagé, mais on s'était dit, et puis des gens qui croient pas, qui te disent ouais, c'est une lubie, puis de toute façon tu reviendras. Peut-être qu'on reviendra, on sait pas. Mais en attendant, on l'aura fait, on n'aura pas de regrets. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est difficile de savoir, mais est-ce que tu penses que vous y seriez arrivé sans Objectif Québec? Parce qu'après tout, on peut aussi monter un projet d'immigration par soi-même. Tu disais, il y a des sites internet, il y en a 75 000. Il y a d'autres organismes. Il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Mais est-ce que tu penses que tu serais arrivé en étant tout aussi épanouie, heureuse et rayonnante qu'aujourd'hui si ce jour-là, toi et ton mari, vous n'aviez pas posé un RTT pour aller écouter le discours un petit peu cash de Christelle? Alors, réussir à immigrer, on peut tous le faire. C'est un dossier administratif et puis quelques billets que tu lâches. Après, la posture que nous avons eue aujourd'hui et qu'on a encore, qu'on a eu en arrivant et qu'on a encore, d'être humble, ça c'est Christelle qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on arrive avec une autre posture, qu'il fallait qu'on se considère pas comme dans un pays. En France, on n'est pas en France, quoi. Ils parlent français, c'est peut-être la seule chose qu'on a en commun, quoi. Et ça, c'est la richesse d'Objectif Québec, ça a été de m'amener ça, de nous amener à nous questionner en tant que leader d'un projet de vie. Voilà. Et de dire, là, on a fait un diagramme, un planning, là, rétro-planning, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça, c'était construire un projet. Je veux dire, j'ai pas 20 ans à partir avec ma valise, quoi. Non, là, on vend une maison, on démissionne de 2 boulots. C'est lourd. C'est lourd, hein. Donc, non, ça a été, c'est tout le côté coach de vie, un peu. J'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui, c'est un peu. C'est un peu galvaudé, mais. Ouais. Oui, il y a des conseils quand même qui comptent, quoi. Ah, mais oui. Moi, je le vois tous les jours avec des Français qui arrivent, qui sont pas préparés. On va pas chercher du fromage français ici. Non, oui, c'est plus cher. Mais ça, tu le sais quand tu t'es préparé, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. L'exemple du fromage, ça revient tout le temps. Non, mais c'est un excellent exemple, et c'est vrai que, en fait, on a probablement une expression qui est hyper trompeuse en France. On parle de nos cousins québécois. C'est totalement faux. Les cousins québécois sont d'abord des cousins américains. Voilà. C'est d'abord les cousins des États-Unis. Voilà. C'est des Nord-Américains, fondamentalement. Il se trouve que, au nord de l'Amérique, il y en a 8 millions qui parlent français, et encore, c'est un Français québécois. C'est différent. Il y a des faux amis et tout. Voilà. Mais évidemment, ça permet de se comprendre. Mais ce sont d'abord des Nord-Américains, et ça change tout. Si t'avais, pour conclure, un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui a peut-être jamais mis un pied au Québec, qui a juste l'intégrale de Céline Dion dans le salon, ou de Robert Charlebois. Non, plus sérieusement, si quelqu'un qui se dit, un peu comme tous les Français, voilà, oh, putain, ça me tente bien, ça m'attire. Un conseil pour lui. J'en aurais 2 peut-être. Bon, vas-y, c'est fait. Le premier, c'est de venir découvrir pour déjà se faire une idée de ce qu'est vraiment le Québec. C'est pas que des grands espaces et et des caribous qui se baladent et des bûcherons. Voilà. Et de 2, c'est de construire un projet. Et ça prend du temps. Voilà. De construire son projet. Christelle, merci beaucoup.
Merci à toi, Jean-Michel. C'était absolument passionnant. Ça fait 18 mois que t'es là pour combien de temps encore? Je sais pas. Toute la vie? J'espère longtemps, très longtemps. On vient d'acheter une maison, c'est pas pour repartir tout de suite. Eh ben alors, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une saison 2, une saison 3, une saison 4 de ce balado pour suivre un petit peu ton acculturation, mais t'as l'air tellement heureuse. Merci encore, c'était un véritable bonheur. Merci à toi. À tantôt. Ciao, ciao. À tantôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!